Je sais pas ce qui se passe. Ni depuis quand, ni pourquoi, ni pour quelle raison, mais je rêve tout le temps à des affaires bizarres. Pas disables, pas racontables, pas même imaginables, alors... Non, je me sens envahi par un besoin d'espace et de grand air. Je mangerais de la glace juste pour calmer la chaleur de mon écœurite la plus aiguë. Bah, le monde est tout croche et on nous parle jamais du monde comme du monde. Tiens, chaque fois que je rencontre un ami de mon père ou de ma mère, il me demande comment va l'école. Eh mais fuck, y a pas que l'école! Non mais y a-t-il quelqu'un en quelque part qui voudrait bien avoir l'amabilité de m'expliquer les raisons profondes qui poussent les amis de mes parents à être si inquiets à propos de l'école? Non? Eh ben moi j'ai comme l'intime conviction que, comme ils ne savent pas quoi dire à quelqu'un de jeune, et parce qu'ils pensent qu'il serait bon d'engager la conversation avec, ils ne trouvent rien de mieux qu'à s'accrocher sur le thème ô combien original de l'hostie d'école. Ouais. Et puis, comment va l'école? Mais je leur demande-tu, moi, comment va leur névrose, mais folle, je veux dire. C'est pas parce que tu sais que Chris, que non, je me tairai pas. Eh, c'est mon droit de parler, hein. De m'exprimer, de dire des affaires, de les articuler, de les dire, mon droit. Je m'appelle Sylvain Murdoch et parler relève de mon droit. Et l'adjectif possessif mon n'est pas là innocemment, sacrament. Je suis écœuré, mais comme si l'avenir était ma tombe. Non, je me tairai pas, j'ai encore des choses à dire, à exprimer. Et vous la regardez, vous autres, la télévision, là, quand vous voulez, et autant que vous voulez. Personne n'est là pour vous dire arrête de regarder la télé, ou jamais la télé, vous lui dites tais-toi, alors pourquoi moi? Et non, je ne m'habillerai pas, je vais rester en bobette, hostie. Je veux dire, il est 7h du matin, Chris, la télé, elle joue déjà, fuck. Je veux dire que fuck. Moi, là, je crois que vous êtes complètement intoxiqué par une sorte d'animatrice culturelle qui vit dans votre salon de bungalow d'hostie de fuck. Elle dit comme je le pense, hein. Bungalow d'hostie de fuck. Hein? Et la reine de ce bungalow d'hostie de fuck est une animatrice qui vous dit quand pleurer, quand pas pleurer, quand rire, quand sacrer, mais tout ça pour qu'elle puisse vous dire quoi acheter. C'est pour ça qu'elle est là, l'animatrice. Et je crois même que son prénom c'est Annie. Et son nom c'est Matrice, la matrice hostie, c'est ça. Vous êtes pogné à vie dans votre animatrice et elle vous esclavagise. Ouais, vous consommatise, vous icéatise, vous pharmaprise, vous carfourise toute la gang, hostie. Ouais, vous êtes Walmartirisé au coton, calice. McDonaldisé jusqu'à la moelle de bœuf 100% mort, calice de Christ. Quoi ça, change ton vocabulaire, parle pas de même devant ta mère. Eh mais je parle justement ma langue maternelle, hein, et j'en use jusqu'à la corde à me pendre. Je préfère faire usage de mon vocabulaire destroy plutôt que de me faire fourrer par une télé qui va finir par me gercer le trou du cul à force d'aller-retour. Ouais, je suis Ellie, ouais, vous le méritez. Je me suis levé du pied cannibale et m'en vais vous avaler toute la gang. Et non, je me tairai pas, hein. Vous êtes mes parents et mon devoir pour le moins du moins c'est de vous mettre en garde. Je m'abaisserai pas à encourager vos faiblesses mondialistes. Mais je suis quelqu'un qui a ses opinions. Mais vous vivez comme si vous faisiez partie d'un club à multipoints. Hein, dès qu'il y a des rabais, vous sautez les 100 pas pour aller vous remplir l'estomac. Alors, animatrice glisse en vous ses messages, elle vous dit partout la performance, puis 30 secondes plus tard, elle vous parle de haute pression. Mais ça se peut-tu, ça? Ça se peut-tu de pas tiquer quand tout le monde te dit 1 c'est bien, mais 2 c'est mieux? Et quoi ça, 2 c'est mieux? De quoi? Bullshit! Hey. Moi là, tant qu'à parler ce langage-là, laissez-moi vous dire que si ça continue de même ici dedans, je m'en vais lui faire connaître le flux et le reflux de ma spiruline à la crise de télé, là. Crise de Chris. Mais ils se pointent là à la droite comme des piquets, puis ils vous disent comme ça, comme si c'était normal que derrière l'argent, il y a les gens. Eh mais quoi ça, derrière l'argent? C'est où ça, derrière l'argent? C'est une place en particulier, ça, derrière l'argent? Non mais nous prennent-tu pour des caves, calices? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Fuck, que l'argent c'est sensible? Bah voyons donc. Hein, partout la performance, là, partout la performance, partout la performance, partout la performance, partout la performance, et y a pas de mal à se faire du bien. Partout la performance. Soyez prudents, et n'oubliez pas, prendre le métro, c'est intelligent. Je veux dire, c'est pas une vie, sacrament. Fait que non, crise de Christ, me tairez pas, calvaire.
Norvège ne sort plus de sa chambre. Enfermée depuis 3 jours à triple tour, elle ne parle plus, ne mange plus. Nous ne savons plus quoi faire. Et pourtant, nous avons tout essayé. Nous avons d'abord frappé à sa porte. Norvège, Norvège. Mais rien. Au début, nous avons pensé à une peine d'amour. Peine profonde et terrible, dont on ne veut surtout pas parler. Dont on ne veut surtout pas parler à ses parents. On comprend ça. Tout de même, il fallait bien qu'elle sorte. Alors on s'est fâché, on l'a menacé, on l'a grondé, puis on a pleuré. Et toujours on était de plus en plus inquiets. Puis encore on a recommencé à lui parler doucement, et rien. Et Norvège ne sort plus de sa chambre, enfermée depuis 3 jours, à triple tour. On lui a demandé, Norvège, tu ne veux rien manger, rien boire. Jamais de réponse. Est-ce que tu nous en veux? On va parler. Discuter. Mais rien. Silence. Silence. Ça devenait insupportable. Le soir tombait et silence, silence. Alors on a paniqué et on a tenté de défoncer la porte. Quand la serrure a commencé à bouger, on a entendu hurler Norvège. Mon Dieu! Son hurlement était si terrifiant. Si venu du fin fond du monde qu'à notre tour on s'est mis à hurler Norvège! Norvège! On hurlait tout en continuant à défoncer la porte. Et plus on défonçait, plus les hurlements augmentaient. Et devenant de plus en plus terribles, nous avons fini par comprendre que c'est nous qui provoquions ces hurlements. Norvège ne voulait pas que l'on entre dans sa chambre. Alors on est resté là devant sa porte sans savoir quoi faire. Toute la journée, on lui a parlé. Son silence devenait assourdissant. La nuit tombait. Elle n'avait rien mangé, rien bu. Alors on a laissé de la nourriture et une bouteille d'eau. On lui a dit, Norvège, il y a de la nourriture devant ta porte. Nous partons dans la cuisine. Dans la cuisine, on a attendu. Puis on a entendu la porte s'ouvrir un instant et se refermer. Revenu dans le salon, à la place de la nourriture, on a trouvé cette feuille de papier. Sur laquelle était écrit votre nom, Monsieur Clément Boltanski. Alors en pleine nuit, on vous a appelé. Mais vous n'étiez pas là. Parti en voyage d'affaires, nous a-t-on informé plus tard. On l'a dit à Norvège. Mais hier et aujourd'hui encore, elle a écrit votre nom. Elle ne voulait personne d'autre que vous. Nous sommes si heureux de vous voir enfin, Monsieur Boltanski. Nous vous avons tellement attendu. Monsieur Boltanski, Norvège a besoin de vous. C'est inscrit là, sur les papiers, où chaque fois, elle a écrit votre nom. D'abord, précisons que je ne suis pas Monsieur Boltanski. Je suis celui qui joue Monsieur Boltanski. Je m'appelle Paul-Émile Beauregard Nouveau. Alors, pour faire court, on contracte Beauregard et Nouveau, ce qui donne Boone. Comme Danny. Et je ne suis pas acteur professionnel non plus, je suis anthropologue judiciaire. En fait, je devrais dire j'étais. Il y a 1 an, j'ai pris une année sabbatique. Cette année s'achève et je ne sais pas encore ce que je vais faire, reprendre mon travail ou tout arrêter pour tout recommencer. Je ne sais pas.
Parfois ça m'angoisse. Enfin bref, excusez-moi, je m'égare. Alors, qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Un anthropologue judiciaire. Mettons que vous avez décidé d'aller pique-niquer. Quelque part, du côté de la rivière des Prairies. En gang. En couple. Ou tout seul, whatever. Enfin bref, vous arrivez là, au bord de la rivière, et pour refroidir votre bouteille de vin, de bière, whatever, vous l'attachez à une petite ficelle et vous la plongez au fond de l'eau. Vous préparez votre snack. Tout va bien? Puis vous décidez de remonter la bouteille. Et là, au lieu de remonter juste la bouteille, vous remontez aussi en passant une tête de cadavre que votre cubanisto a accrochée sans faire exprès. Une belle tête de cadavre bleuie, sans yeux, sans lèvres, sans rien d'humain, sauf la peur que ça vous inspire. Vous, vivant, vous avez là, sous les yeux, la mort qui vous regarde en face. Ouais, c'est râpé pour le pique-nique. Mais comme vous êtes courageux, vous partez en hurlant. Et vous finissez par appeler quelqu'un qui appelle la police. La police arrive, et 2 jours plus tard, on parvient enfin à remonter le cadavre au grand complet à la surface. Mais il est tellement abîmé par l'eau, magané par le temps, qu'on ne peut plus dire où est le haut, où est le bas, où est le dos, où est la face. Ce n'est plus qu'un tas de chair absolument difforme, absolument méconnaissable. C'est à ce moment-là qu'on fait appel à un anthropologue judiciaire, celui qui va permettre l'identification lorsque cette identification n'est pas possible à première vue. Car lorsqu'un corps est méconnaissable, comment fait-on pour le reconnaître? Comment fait-on pour savoir la cause du décès? Comment fait-on pour retrouver son nom? Grâce à la dentition, il est déjà possible de savoir si vous avez affaire à un enfant, un adolescent, un adulte ou un vieillard. Vous pouvez déjà déterminer son sexe par la taille du bassin. Mais quand il n'y a plus de dents, plus de bassin, comment fait-on? Derrière la parcelle d'un crâne, il y avait quelqu'un. Quelqu'un qui avait des rêves. Quelqu'un qui a pleuré, aimé, quelqu'un qui avait peur de la mort. Où est cette personne? L'anthropologue judiciaire est celui qui tente de résoudre cette énigme. Pourquoi j'ai choisi ce métier? Bonne question. Adolescent, j'étais plutôt du genre à pas avoir les 2 pieds sur terre, à planer, à rêver. On me traitait de poète, et c'était pas très positif. Pas pour ma mère, en tout cas, qui était bien plantée pour sa part, et avait la claque assez solide pour me sortir de ce qu'elle appelait avec mépris mon univers poétique. Ça me réveillait, mettons. En tout cas, pour ce qui est du poète, disons plutôt que j'étais timide. Même si c'est vrai, secrètement, je rêvais de devenir un auteur. De donner vie à des personnages, d'inventer un monde, de faire voir ce qui n'existe pas. Finalement, je suis devenu anthropologue judiciaire, et au lieu de faire voir ce qui n'existe pas, je fais voir ce qui n'existe plus. C'est une nuance insignifiante, mais cette insignifiance peut changer le cours d'une vie. La preuve, je suis là devant vous. C'est Norvège, d'une certaine façon, qui m'a obligé à faire ce spectacle pour vous raconter notre histoire, et par là même, celle de Sylvain Murdoch. Alors, pourquoi moi, le rêveur, j'ai choisi ce métier qui exige contact avec le réel, pragmatisme absolu et une pensée organisée et objective? Disons, pour faire simple, que j'étais bon à l'école, même si c'était pas tout à fait de ma faute, mais celle de JR, mon grand frère, qui était toujours en train de fuguer à droite à gauche. Du coup, j'étais toujours pogné à faire ses devoirs à sa place, parce que ma mère, toujours elle, refusait qu'il coule ses cours. Alors, à force de faire et ses devoirs et les miens, j'ai fini par être bon à l'école. Mais c'est peut-être pas ça non plus. En
Parfois, je me dis que j'ai choisi ce métier pour pouvoir enfin être tranquille. Un mort, c'est pas trop dérangeant. J'ai si souvent eu à recoller les morceaux entre mon frère et ma mère et mon père et mon frère, que je crois que j'ai choisi un métier où tout le monde était déjà mort, c'était moins fatigant. En fait, à bien y penser, je n'ai rien choisi du tout. J'ai davantage l'impression que j'ai laissé les autres choisir à ma place. C'était plus facile. Ça a marché d'ailleurs, j'ai été tranquille. Jusqu'à l'année passée, où ce métier, tout à coup, a pris un sens très particulier dans ma vie. Il y a cela un peu plus d'1 an, je reçois un coup de fil pour aller au bord du Saint-Laurent. Un plongeur venait de découvrir au fond de l'eau 2 corps enlacés depuis si longtemps que leurs cadavres se sont fondus l'un dans l'autre. On les a retrouvés comme ça. On a transporté ces amoureux étranges à la morgue, où les premières analyses ont été faites. Très vraisemblablement, étant donné la morphologie générale des corps, il s'agissait d'un homme et d'une femme, morts noyés dans le fleuve il y a de cela 15 ans, si ce n'est plus. J'ai commencé par séparer les 2 corps l'un de l'autre. J'ai pu établir leur âge au moment de la mort, 17 ans, de race blanche, morts noyés il y a de cela 15 ans, l'hiver sans doute car leurs poumons renfermaient des particules de glace. Aucune trace de violence extérieure, pas de balles, ni de coups de couteau, ni d'overdose, ni de seringue dans la peau. Rien. Le visage, absolument méconnaissable. C'est d'abord concentré sur l'identité du garçon, dont le visage semblait plus reconnaissable que celui de la fille. Les services de police ont fait émettre une fiche de tous les adolescents disparus il y a de cela 15 ans, à l'âge de 17 ans. Pour mon malheur, on a été chanceux. Il y a eu un seul nom. Sylvain Murdoch, disparu le 6 février 1991, jour de la Saint-Gaston. C'est pas un arrêt d'autobus intéressant par ici, hein. Bah, il est juste planté là, devant les immeubles. Bah, on peut pas dire que ce soit un lieu de beauté, tu sais. Tu peux toujours essayer de te tordre de quoi à droite à gauche. Il n'y a pas grand bout de ciel qui dépasse. Bah, moi, je trouve ça sadique. Et vraiment sadique. Qu'est-ce qu'il fait l'autobus là? Le monde s'accumule à l'arrêt, on est tous là comme des caves. Et moi je ne sais plus, hein. Pourquoi tous les matins je dois me lever pour aller attendre l'autobus si c'est pour monter dedans, aller à l'école, revenir de l'école, m'endormir, me réveiller pour revenir ici et l'attendre encore. Je veux dire, tu sais, comme si rien ne s'était passé. Comme si on tournait en rond. Enfin, tu sais, comme si on revenait toujours au même carrefour, mais qu'on est déjà en retard, alors on n'a plus le temps de niaiser, tu vois. On cherche encore et puis crac. On se retrouve ici à attendre un hostie de bus. Et si on pouvait faire en sorte que quand on a fait une chose une fois, une seule fois, on n'a pas besoin de la refaire. Bah, vous, madame, vous imaginez-vous le bonheur? Non? Bah, le fait d'avoir attendu une seule fois l'autobus fait que, tu sais, quelque chose se passe qui fait que vous ne l'attendez plus. Alors une affaire naturelle se mettrait en place tout de suite qui fait que, quand vous arrivez à l'arrêt, l'autobus y arrive tout de suite. Il est déjà là. Ce serait comme un avantage appréciable, hein? Vous avez mal à la tête une fois, après, c'est bon, c'est fait, c'est réglé. C'est sûr. Non, c'est sûr que pour les affaires le fun, ça peut être plate. Non, mais c'est vrai que si tu peux pas refaire l'amour sous prétexte que tu l'as déjà fait, ouais, c'est plate, mais je pense que ça peut être arrangeable, hein. Pour refaire une affaire le fun, tu dois refaire une affaire plate. Genre, hey, tu vas encore faire l'amour, bah va falloir retourner attendre l'autobus, voilà, donnant. Et puis ça peut être l'autobus qui te conduit chez ta blonde, il y a toutes sortes de solutions. Mais là, c'est comme s'il n'y avait aucune solution. Bah... Vous, combien de fois par jour vous refaites la même affaire? Vous mangez. Vous avez faim. Vous retournez manger. Vous avez refaim, vous remangez. Vous avez re-refaim, vous re-remangez. Vous avez re-re-re-refaim, vous re-re-re-remangez. Vous avez re-re-re-re-refaim, vous re-re-re-re-remangez. Puis c'est comme ça avec chaque affaire.
Non mais il y aura toujours un retro qui fera en sorte que vous êtes toujours game over. Non mais je ne sais pas, mais je me sens comme tétanisé de l'intérieur. Comme si en dedans de moi, il y avait un gars qui jouait avec une super balle qui rebondit de partout. Non! Comme si depuis ce matin, j'étais plus tout à fait moi. Qu'il y avait un autre gars, un tout autre gars, mais qui s'appelle Murdoch, qui me ressemble beaucoup et qui, par le plus grand des hasards, avait décidé de venir vivre dans ma peau. Ouais, c'est un hostie de buzz. Pourtant, j'ai pas pris de substance chimique depuis au moins 12 heures, et puis je crois pas que la masturbation y soit pour quelque chose. Mais là, plus le bus retarde, et moins je sais pourquoi je me suis levé ce matin. Bah, vous, madame, vous savez pourquoi vous êtes réveillée ce matin? Bah, moi, je crois que le chauffeur d'autobus, lui, là, ce matin, il s'est dit dans sa tête « Coup donc, pourquoi je me lève ce matin ?» Puis comme la réponse n'était pas bien claire, il a décidé de rester couché. Hey, vous rendez-vous compte que si tous les chauffeurs d'autobus se demandaient en même temps « Pourquoi je me lève ce matin ?» il y aurait un crise de powo dans la ville. Et puis, qu'est-ce que vous voulez leur dire? « Oh bah non, allez, s'il te plaît, lève-toi, allez, oh, viens-t'en nous parler d'une banque royale, viens parce que tu le veux bien, vas-y, fais-le pour toi, puis tu auras la passion du confort. » Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Eh ben non, encore pour toute ta vie, fais-le, le trajet de la 121, là. Cavendish, Place Vertu, aux cartes du Guet, Saint-Laurent-Alexignon, Marlatte, Cardinal, Sainte-Croix, Une-Six, Saint-Michel sauvé, 10 fois par jour aller-retour. Et moi là, je crois que c'est ce qui s'est passé, hein. Le chauffeur de la 121 vient de prendre conscience de sa vie, puis il a décidé de tout envoyer crisser. Bon bah, le voilà. Moi, je suis presque déçu. Murdoch, cette journée-là, celle de la Saint-Gaston, s'était levé et s'était mis à parler du matin jusqu'à sa disparition, sans interruption. Impossible de le faire taire. Et ce garçon, je venais moi de le retrouver 15 ans plus tard. Il était là, allongé sur la civière métallique de la morgue, sans visage, dans les bras d'une fille inconnue. J'étais bouleversé. Pourtant, je peux pas dire que Murdoch était mon ami, on était voisins, on n'habitait pas loin l'un de l'autre. Il était dans la même classe que JR. Mon grand frère. Les seules fois où je parlais à Murdoch, c'était quand mon frère faisait des fugues. J'appelais Murdoch chez lui, je lui disais « Il y a mon frère, il y a fugué », il me donnait les devoirs à faire, on raccrochait, ça s'arrêtait là. Mais j'étais bouleversé. J'avais un cadavre devant les yeux auquel mon métier d'anthropologue judiciaire m'avait permis d'accoler un nom. Et ce nom, celui de Sylvain Murdoch, avait aussitôt fait ressurgir un autre cadavre. Le mien. Celui de l'adolescent que j'étais. Des retrouvailles étranges qui non seulement m'ont ramené à moi, mais ramené au moment précis de mon adolescence où j'ai vraiment cru que j'allais devenir un auteur. Tout ça à cause d'un devoir que j'ai dû faire à la place de mon grand frère. C'était une semaine avant la disparition de Murdoch, le mercredi 28 janvier 1991, jour de la Sainte-Martine. J'ai appelé Murdoch chez lui. Murdoch? C'est Boone. Il y a mon frère, il a encore fugué, il a tué des devoirs à faire. C'est pas un devoir, sacrament, c'est un hostie de paquet de marde. Bon bah écoute ça. Alors, au moyen d'un appareil enregistreur audiovisuel, ouais ça c'est parce qu'ils pensent nous rendre la chose plus intéressante. Tu sais, ils pensent qu'avec la technologie on fera plus nos devoirs. Enfin tu sais, ils pensent que c'est jeune, la technologie, fait qu'ils en mettent de partout. En tout cas, au moyen d'un appareil audiovisuel, là, enquêtez auprès des gens de votre quartier. Ouais, parce que les gens de notre quartier, c'est tout du monde ben fin qui attendent juste une chose, que des ados viennent leur poser des questions pour une enquête. Hostie. Bon, enquêtez auprès des gens de votre quartier afin de mieux connaître leur perception de la beauté et tirez-en votre propre conclusion sous une forme théâtrale. Simonac, leur perception de la beauté. Sous une forme théâtrale. La beauté? Comment tu veux connaître ce que tu connais pas? En tout cas, ton frère, il a confiance en toi. Hein. Il m'a dit moi, là, je niaise pas avec le pug, je déconne pas, hostie, je vais faire une fugue d'une semaine s'il le faut, mais je vais laisser Boone s'arranger avec ça, il écrit bien en plus, alors ça sera bon.
Il a dit ça? Oui, il a dit que t'étais le meilleur auteur qu'il avait jamais lu. Il n'a pas lu grand-chose. Bah c'est pas grave, là, s'il l'a dit, c'est qu'il le pense. J'ai raccroché. S'il l'a dit, c'est qu'il le pense. C'était incroyable. Mon frère avait confiance en moi, il me trouvait bon. C'était incroyable. J'ai toujours vénéré mon grand frère et tout mon malheur venait de ce que j'étais convaincu que je le décevais. Et voilà que ce jour-là de la Sainte-Martine, je venais d'apprendre que mon frère aimait ce que j'écrivais. J'ai raccroché ce jour-là en me demandant comment j'allais faire pour être à la hauteur de cette confiance que mon frère avait en moi et de son admiration secrète qui, je l'avoue, ce jour-là, m'avait donné des ailes. J'allais écrire une pièce de théâtre qui allait bouleverser tout le monde. J'allais y mettre tout mon talent. Mon frère serait fier de moi. Bon, il fallait commencer par interroger les gens du quartier. J'ai retrouvé les cassettes. Ça a donné ça. Bon, comme il n'y avait personne pour me dire ce qu'ils trouvaient beau, j'ai choisi de retourner la question et de demander aux gens ce qu'ils trouvaient laid. Je me suis dit que ça serait plus simple. C'est vrai, c'était plus simple. Fait que c'est ça. Il me restait plus qu'à tout inventer. À partir de moi, de ma tête, de mon cœur, de mon âme, ou de quoi que ce soit d'autre qui soit à l'intérieur de moi, de mon fameux univers poétique. Norvège, Monsieur Boltanski est là. Il a accepté de venir. Bonjour Norvège, c'est Monsieur Boltanski. Norvège, nous allons faire comme pour la nourriture. Vos parents vont se retirer, je resterai seul. Et si vous le désirez, vous me direz ce que vous désirez que je fasse. Norvège, je suis seul. Dites-moi à présent. Il n'y a pas de différence. Je veux dire qu'il n'y a pas de différence notable entre ce qui se passe dans ma tête et ce qui se passe dans la tête de chaque personne présente dans l'autobus. Oui, d'accord. Toi, tu descends à Sauvé, puis l'autre, là, il descend à la Cali. Et puis quoi? So what? Et tu appelais ça une différence? Madame? Vous lisez quoi? Ouais, et pourquoi vous lisez ça? Bah, c'est-tu parce que le trajet d'autobus est trop long, ou bedon parce qu'il y a quelque chose dans ce roman qui vraiment, mais vraiment, enfin je veux dire, vraiment est important? Bah là on discute, fuck, je vous pose une question importante. Et le smat? C'est pas parce que t'es en habit que t'es pas aussi perdu que moi, hein. Bah là je suis en train de demander à la madame si elle lit pour se désennuyer du trajet trop long, ou bedon si ce roman est en train de changer sa vie.
Mais je dis ça parce que moi, là, je vais à l'école, puis là, je vais rencontrer un tas de profs qui vont toutes me dire combien je parle mal et que je devrais donc lire pour m'éduquer, alors. Ok, correct, m'éduquer, pas de trouble, savoir, pas de trouble, correct. Mais j'aimerais juste un peu savoir à quoi ça va me servir. Ça va-tu me servir juste à me désennuyer? Eh mais noyez pas l'hostie de poisson en me disant de me taire, là, je me tairai pas, hein. Et vous pouvez rameuter tous les chauffeurs d'autobus du monde, je me tairai pas, puis je vais vous la poser encore une fois, madame, la question, et sachez que j'apprécierai grandement une réponse, hein. Alors lisez-vous votre roman pour vous désennuyer du trajet trop long, ou bedon, parce qu'il y a quelque chose là, dans les mots, entre les lignes, de tellement beau que vous pouvez plus vous imaginer vous en décoller. Vous aimeriez que je vous laisse tranquille? Ok. Mais avant ça, je vais vous dire ce que je pense. Et on va vous le dire comme je le pense. La madame, elle se peut tellement plus dans sa crise de petite vie qu'elle peut plus passer un quart de minute sans être en train de se désennuyer d'elle-même. Non mais c'est ça la vérité. Et je dis ça parce qu'ici, là, il n'y a pas de différence, enfin je veux dire de différence notable entre nous tous. Bah c'est quoi ce tournage en rond pour finir planté devant la télé à se faire dire par une crise d'animatrice qui est beau ou bon d'acheter? monsieur, vous manquez vraiment d'imagination, hein. Me demander de me taire, vous avez pas autre chose pour me faire taire? Me mettre votre poing à sa gueule? Ah, eh ben, c'est bien, ça, c'est tout un programme de vie, non? Bravo, si on peut dire que vous êtes allé à l'école, ouais, on peut appeler ça un argument frappant, tabernacle. Non, c'est bien, alors. Y a-t-il quelqu'un qui a une autre idée, là, pour parvenir à ses fins? Hein, pour parvenir au calme et au silence qui viendra pas? Parce que ça, je vous jure qu'il viendra pas, puisque de toutes les façons, on le dit à la télé. Un, c'est bien, mais deux, c'est mieux. Puis comme personne ne nous dit ce qui est mieux avec le deux, bah, je continue, sacrament. Et non, madame, la supplication n'y changera rien. Je suis dans mes droits, hein. Je parle, je frappe personne, je vole personne, et puis je mens pas puisque je dis sans arrêt tout ce que je pense pendant que roule ce calice d'autobus que je vais encore devoir prendre demain. Et non, je me tairai pas, hein, puisque je peux tout trouver dans cette ville, même un ami. Alors, il me suffit d'aller à la pharmacie, tiens, je demande 2 liqueurs puis un ami dans un sac. Je vais payer avec intérêt, tabernacle, non mais oh. Et je suis dans mes droits, hein, et vous pouvez vous estimer chanceux toute la gang, parce que mon arrêt arrive, je vais descendre, mais demain ça va continuer puisqu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Demain, dans l'autobus de 8h07 sur la ligne 121 à la station Place Côte-Vertu, m'en va monter, puis s'il y a un sacrament qui vient un roman pour se désennuyer, il va m'entendre. Allez, je descends, mais c'est pour mieux monter, hein, bonne journée, tout le monde, et n'oubliez pas, prendre le métro, c'est intelligent, gang d'épais. J'ai passé la semaine à écrire. Tout l'univers se plaçait devant moi, et étrangement, j'ai tout de suite eu la sensation de ce que je voulais faire. Un personnage m'est venu, une situation où tout semblait facile. J'exultais, j'avais choisi de parler de la beauté de manière très instinctive. Un peu comme dans un rêve. Une fille s'enferme dans sa chambre et refuse d'en sortir. J'avais l'impression que ça décrivait exactement ce que je ressentais du monde. Je regardais les gens de mon quartier et je trouvais tout le monde triste et effrayé. Je regardais ma rue, le dépanneur, les constructions, et les choses me sont apparues différentes. Je les ai vus d'un œil nouveau. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait tellement de laideur autour de nous que ça vous donne envie de disparaître. C'est cette vision qui a fait naître mon personnage, une fille que j'ai appelée Norvège. J'ai écrit toutes sortes de choses sur elle, mais j'arrivais pas à terminer, j'arrivais pas vraiment à trouver sa douleur, sa faille. On aurait dit que Norvège, mon personnage, restait caché au fond de moi, comme elle restait cachée derrière la porte, et qu'elle avait besoin d'aide pour sortir. Vous lui avez parlé? Vous a-t-elle dit ce qu'elle avait? Parler n'était pas nécessaire. Il m'a suffi de regarder. Et qu'est-ce que vous avez vu? Ça ne se raconte pas. C'est impossible à dire. Mais ce que je peux vous affirmer, c'est que si j'étais à la place de Norvège, si nous étions chacun à la place de Norvège, nous aurions agi de la même manière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentré et j'ai refermé la porte derrière moi. Norvège n'était pas visible, sa chambre était plongée dans l'obscurité. Profonde frayeur s'est mise à m'habiter. J'ai voulu appeler Norvège, mais rien n'est sorti. Aucun son. Comme si mes poumons, mes cordes vocales, ma gorge,
Ma salive même était effrayée par ce qui était là et qui était invisible encore. Puis, imperceptiblement, se dégageant des rideaux épais derrière lesquels elle était blottie, j'ai vu Norvège m'apparaître. J'ai vu son regard. Je crois que nous sommes restés comme ça, l'un en face de l'autre, une éternité. Je crois qu'elle a bien vu que je ne parvenais pas à prononcer une parole. Je crois que cela a eu pour effet de la mettre en confiance. Je crois que mon état lui a prouvé que j'étais avec elle, que déjà je comprenais, avant de comprendre. Alors, elle s'est approchée de moi. Chaque pas était comme un trésor découvert et arraché au fond de la mer. Puis, quand elle s'est retrouvée à 2 pieds de moi, elle m'a montré. J'ai regardé. Je dois dire que de toute ma vie, je n'ai vu quelque chose d'aussi fragile. Alors j'ai fermé les yeux. Je les ai rouverts. Je lui ai fait signe que je comprenais. Puis je me suis retourné. Je suis sorti lentement. J'ai refermé la porte derrière moi. Qu'est-ce que vous avez vu? On ne se raconte pas. Du moins, je ne me sens pas en droit de vous le dire. C'est à Norvège de vous le révéler. Pour cela, il faut accepter de lui laisser du temps. C'est de cela dont elle a le plus besoin. De temps. J'avais trouvé sans trouver. La sortie de Norvège allait être mon devoir sur la beauté. Mon devoir allait être ce moment précis où elle sortirait de sa chambre et où elle dévoilerait au monde son implacable vérité. On verrait alors, en voyant la tragédie de Norvège, les ravages d'un monde sans beauté. On verrait ses conséquences. Ce serait une métaphore des gens de mon quartier. Mon problème était à la fois simple et compliqué. Je ne savais pas quelle était justement cette implacable vérité. Je ne savais pas ce qui était arrivé à Norvège. Et tant que je n'avais pas trouvé ce qui l'empêchait de sortir de sa chambre, je ne pouvais pas écrire sa sortie. Ça pressait, pourtant, on était rendu le jour de la présentation. J'arrivais pas à écrire. J'étais bloqué. Je savais pas ce qui était arrivé à mon personnage, et plus je cherchais, moins je trouvais, plus je paniquais. Toutes mes idées de métaphores me semblaient plates, ennuyeuses, pas assez intéressantes, pas assez réelles. On aurait dit que l'idée se cachait au fond de moi, et que je n'arrivais pas à la débusquer. Jusqu'à ce que je rencontre Murdoch. C'est sûr que le suicide, c'est pas la solution. Bah alors c'est quoi la solution? Je dis suicide, mais je dis ça comme ça. Hein. J'ai pas un programme en vue, j'ai pas un horaire précis concernant un pont ou une rame de métro. Mais bon, c'est quand même pas la solution. Et il paraît qu'avec une corde, c'est assez épouvantable si tu traques. Je te parle pas des roues d'un wagon. Hein. Bon, ouais, je parle pour parler là, hein, c'est sûr. Mais pour toi là, Boone, ça serait quoi la façon? Bah, noyade, veine tranchée ou bedon médicament avalé? Ah bon? Tu trouves que je suis heavy ce matin? Eh mais je suis toujours heavy, sauf que là j'ai décidé d'ôter le pied du frein et de tout dire, tu vois. Et je sais pas si c'est à force de chercher quoi dire sur la beauté pour l'hostique devoir là, mais cette nuit en rêvant, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il était grand temps pour moi de me vider de l'intérieur. Un peu comme les Japonais. Tu sais, tu te plantes un sabre dans le bide, là, 2 coups, de bas en haut, puis de gauche à droite, puis tout ce que t'as dans les tripes te tombe en un seul tas devant les yeux. Et bah là, calmement, tu dois savourer le sentiment de vide et de calme qui s'empare de toi. Oui, c'est sûr, tu peux faire un cri pendant que tu t'exécutes, quelque chose de japonais, genre « Ouh, Yamazaki !» Mais bon, moi, comme je connais pas vraiment la technique, j'ai décidé de procéder à l'inverse, me vider par voie orale. Puis comme ça me laisse une petite chance de trouver une solution entre-temps. Une solution qui donne un peu de sens à tout ça. Mais le sens, sacrement. Et toi là, tu te demandes pas si tout ça a un sens ou pas. Mais regarder la neige tomber, oui, c'est sûr, ça a pas vraiment de sens, mais la vie, Chris, c'est pas la neige. Ou alors,
J'aime mieux faire chauffer la mienne au soleil pour que toutes se mettent à fond dès qu'il en reste pas grand-chose. Et c'est ça que je pense, puis je te le dis comme je le pense. Hein. Si aujourd'hui il n'y a pas un signe, une affaire, mais n'importe quoi, hein, une mouche, un papillon, un crise d'écureuil fera le job, pour venir me dire qu'il y a peut-être une solution à tout ça, Hostie m'en veut faire un japonais de moi, vous allez voir. Ah bon? Tu crois ça, toi? Tu crois que là, parce qu'on s'en va en cours de géographie, je vais me taire? Toi, tu crois que ça va me suffire? Tu crois que moi, là, je vais trouver une raison d'exister parce qu'un prof de géographie va juste me dire de me la fermer? Puis toi, tu crois que toute ta vie, tu vas rester un ado, puis que toute ta vie, tu vas la passer à faire les devoirs de ton grand frère qui arrêtera pas de fuguer? Eh ben non, il y a déjà quelque part un hostie de bungalow bien laid, avec une crise de pouce bien faite et un garage pour ton futur gros chat qui t'attendent. Toi puis ton paresseux de grand frère. Et boum! Tu l'as-tu faite, la hostie d'enquête sur la beauté auprès des gens du quartier? Puis t'as vu, c'est bien laid comme tendance, hein? Eh ben c'est ça qui nous attend tous, Boone. Une grosse télé, puis une animatrice qui va nous hurler à tous les soirs qu'on mérite le bonheur, et puis on n'aura rien à dire, hein. Rien d'autre à faire que de se taire. Eh ben moi, Chris, me tairez pas, tabarnak. Je l'ai vu s'en aller. En 5 minutes, il m'avait injecté une telle dose de révolte et de colère que j'étais envahi par une soif d'amour, de sens, de raison d'être, de douceur. Une soif si grande. Une soif me faisant comprendre que ce monde magnifique lié à l'enfance que je portais en moi était en train de mourir à force de dureté. Les choses semblaient si claires tout à coup. Les gens de mon quartier auprès de qui je devais faire l'enquête étaient tous pareils à moi. Nous aimons tous la vie, et la beauté est à la portée de tous. Pourtant, lorsque cette beauté n'est pas nourrie, elle se transforme en quelque chose d'horrible. Et cette chose horrible nous gruge de l'intérieur. J'ai compris que plus on tentait de vivre sans beauté, plus la beauté en nous enlaidissait. J'ai pris ça en pleine face. Et en pensant à Norvège, toute une métaphore m'est tombée dessus. Je me suis assis, appuyé contre mon casier, passant la matinée à écrire sans aller à mes cours. Norvège, enfin, était là. Assise à mes côtés dans le grand silence d'une école polyvalente au travail. Le texte est sorti d'un seul coup. Aujourd'hui encore, je sais que sans cet instant où Murdoch m'a contaminé de son insatiable soif de l'infini, jamais j'aurais pu écrire comme j'ai écrit. Jamais je n'aurais pu connaître cette exaltation foudroyante qui a illuminé mon adolescence. Jamais Norvège se serait approché de moi. La présentation de mon devoir a eu lieu en fin de journée. Mon frère était revenu de sa fugue. Il voulait faire croire qu'il était l'auteur de ce que j'avais écrit. Et réellement, cette volonté de s'approprier mon talent, au fond, me faisait vraiment plaisir. C'était la preuve de la valeur qu'il accordait à mes capacités d'auteur. J'avais déjà 1000 idées de textes à écrire, des romans se bousculaient dans ma tête. Je me voyais déjà gagnant du prix Nobel de littérature. Mais pour qu'il n'y ait pas de confusion sur l'identité de l'auteur, je n'ai donc pas assisté à la présentation. J'ai attendu à la maison, avec un trac épouvantable. Quand mon frère est rentré, je me suis précipité vers lui pour voir sa joie, entendre sa fierté. Bref, pour qu'il puisse me raconter. Mais en guise de compliment, il a commencé par me cracher dessus. Au visage. Là. Mon frère m'a craché dessus. Je sais pas, je me suis arrêté. Il s'est mis alors à me traiter de tous les noms, de niaiseux, d'épais, de fif, de tapette, d'hostie de cave, et autres expressions du même genre, allant de calice de cave à gros épais plein de marde. Les autres élèves ont ri quand Norvège est apparu. Ils ont trouvé ça bizarre, têteux, nerd, fif et con. Comme ils croyaient que c'était mon frère qui l'avait écrit, ils se sont moqués de lui. Mon frère voulait passer pour un dur. Il ne l'était pas vraiment, il était petit, maigre et un peu teigne. Mais moi, je trouvais qu'il était courageux. Puis c'était mon grand frère.
On est toujours pris avec son grand frère quand la vie fait de vous un petit frère. Mais je le sais, hein, que vous avez un programme à respecter, que vous êtes là pour nous enseigner, nous éduquer, je le sais, tout ça, je le sais très bien. Mais croyez-moi, monsieur, de tout ce que vous nous dites, il ne restera pas grand-chose. Vous contrôlez absolument rien. Monsieur, je suis là à vous dire que vous contrôlez rien à ce que vous nous transmettez et ça semble pas vous faire un crise de pli sur la queue. Bon voilà, évidemment, je dis le mot queue et là ça vous énerve. Coudron! Faut-tu absolument dire des gros mots pour se faire entendre dans cette crise de pays peur de marde? Hein, faut-tu absolument dire les mots nous plot, ou batte, ou trou de pète pour qu'on s'intéresse à vous, qu'est-ce? Je suis là debout à éveiller mes camarades devant l'absurdité de notre existence et vous, tout ce qui vous intéresse, vous, notre professeur, hein, c'est quand on dit les mots que ou bite. Et ben justement, monsieur, laissez-moi vous dire que vous nous enseignez l'indifférence dans l'indifférence des mots. Monsieur, essayez de me voir un instant, non pas comme un crise d'ado qui veut rien savoir, mais comme quelqu'un qui doute autant que vous. Écoutez-moi, monsieur, quand je me suis levé un matin, toutes les choses qui pour moi avaient un sens sont mortes. Et je sais pas si c'est quelque chose que vous pouvez comprendre, je sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti, mais c'est fréquent de voir du jour au lendemain la mécanique d'un monde qui pendant longtemps était magique. Et je ne sais plus ce qui se passe, je ne sais plus. Est-ce que ça sert à quelque chose de connaître? Hein? Et est-ce que ça sert à quelque chose de savoir? Oui, d'accord, non, c'est sûr, hein, c'est le fun de savoir que la capitale de l'Islande c'est Reykjavik, Lomé la capitale du Togo, puis Ouagadougou la capitale du Burkina Faso, puis quand il pleut à Montréal, il fait beau à Bornéo. C'est sûr, c'est utile, mais à quoi ça va me servir si je parviens pas à calmer ma colère? Et qu'est-ce que je peux connaître? Et qu'est-ce que je peux faire pour avoir le sentiment que je suis vivant et pas une machine? Et comment ça se fait que ce matin, en regardant mon sac d'école, j'avais l'impression que mon sac d'école avait plus d'espoir que moi? Et comment ça se fait que plus je grandis, moins j'ai l'impression d'être vivant? Monsieur, qu'est-ce que ça veut dire être vivant? Comment fait-on pour effacer un crachat? Je me suis lavé le visage avec de l'eau. Mais ce crachat était toujours là, il ne partait pas. Il allait pour toujours être là. Entre mon frère et moi, il allait dorénavant y avoir ce crachat sur mon visage. Comme il n'y avait plus rien à faire, j'ai décidé que la meilleure façon de tout effacer était de mourir. Alors ce soir-là, le soir même où Murdoch est mort finalement, c'est moi qui ai fait une fugue. Une fugue pour pouvoir enfin mourir, une bonne fois pour toutes. J'ai marché du côté de la montagne. L'église était ouverte. Je suis entré. On était ce fameux mercredi 6 février 1991, jour de la Saint-Gaston. Il était 19h30. Excusez, est-il possible de parler au responsable de la place? Ah ok, je savais pas. Ok, c'est vous le curé. Ok. C'est Marc qui a raconté qu'en fin de semaine, Marc Green est venu ici pour son grand-père. Ouais, c'est ça, Monsieur Green, ouais. Bah ouais, il est mort. Non, je le connaissais pas, je connais Marc, à l'école on est chums de badminton. Ouais, c'est un maudit bon gars, Marc. Il adorait son grand-père, il a eu le cœur gros toute la semaine. Puis justement, en racontant tout ça, la mort, puis tout. Marc a raconté la cérémonie entourant la mort de son grand-père. Puis bon, parlant de cérémonie, c'est-tu possible de... Je veux dire, je sais pas comment on dit ça, d'en faire une. Ouais, c'est ça. Pour un mort, comme pour le grand-père de Marc. C'est-tu possible d'en commander une pour quelqu'un, tu sais, pour dire qu'il est mort? Ouais, c'est un chum. Aujourd'hui. Il est mort aujourd'hui, puis justement, je voulais le célébrer à ma manière, lui faire une cérémonie. Là. Ok, vous voulez vraiment? C'est fin, ça. Son nom? Paul-Émile Beauregard Nouveau. Mais pour faire court, on l'appelait tous Boone. Ouais, Boone. Bah ouais, comme Danny. Mais bon, c'est pas son nom, Boone, c'est son surnom. J'aimerais mieux qu'on dise Boone, parce que c'est comme ça que j'aimais l'appeler. Accident de voiture. Ouais, il est mort aujourd'hui.
J'aimerais bien allumer une bougie. Non, j'avais pas de cash sur moi, mais je m'occuperai de sortir vos poubelles et de nettoyer votre cour. Ok. Merci. Alors je répète tout ce que vous dites? Tout? Ok. Go. Au nom du Père, du Fils et du quoi? Ok. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Boone est mort. Il demeurera vivant en Dieu et dans la mémoire de ses amis. Jésus-Christ, accueillez favorablement Boone, accueillez son âme et faites qu'il trouve le repos. Moi? Mon nom à moi? Chris. Ouais, Chris. Jésus, Christ. Ah, fuck! Excusez-moi. Christ. Aidez Christ à passer à travers l'épreuve. Jésus-Christ, faites que Christ trouve la joie dans la peine et le deuil. Amen. Boone est mort. Je suis sorti de l'église étrangement léger. Ce soir-là, je me suis tué et enterré discrètement, à ma manière, tout en continuant à rester vivant parce que je voulais pas disparaître. J'aimais trop la vie. Je voulais pas mourir au complet, simplement enterrer une partie de moi, toute petite, qui s'appelait l'écriture. J'ai décidé que je n'écrirais plus jamais. Landoc avait beau crier qu'il fallait prendre parole, oser, c'était trop difficile. Moi, je voulais vivre avec les gens. Alors j'ai décidé de faire ce qu'il voulait que je fasse. J'ai décidé que je deviendrais quelqu'un d'autre. Un enfant modèle. Je suis devenu anthropologue judiciaire. Oubliez la beauté en soi. Oubliez Norvège et la métaphore. Oubliez les gens du quartier qui voient la beauté en eux se transformer en laideur. Perdu. Oubliez tout ça. Je sais pas. 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 J'en sais rien. Je sais pas. 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 Je sais pas, 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 je sais pas. Vous êtes dans votre droit, hein, c'est sûr, je veux dire, c'est vous le directeur de l'école, le proviseur, le boss, le patron, le propriétaire, name it, mais je le sais pas. Je le sais pas. J'en sais rien, je sais pas, j'en sais rien, pantoute, j'en sais hostimement rien. Je veux dire qu'il y a rien qui puisse m'aider à savoir, je sais pas. Je sais pas, 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 et non, je m'arrêterai pas. Et puis je peux comprendre que ça soit insupportable pour vous là, le directeur de l'école, le proviseur, le boss, le patron, le propriétaire, Némite, lui qui est à la tête d'une usine de connaissances et de savoir, d'entendre un de ses ouvriers lui cracher à la face et ad vitam aeternam qu'il ne sait pas, mais fuck. La vérité, si vous la voulez, je vais vous la cracher en pleine face. Je suis chef syndical de tous les ouvriers engagés de force dans cette usine du savoir. Et puisque c'est vous, hein, le directeur de l'école, le proviseur, le boss, le patron, le propriétaire, name it, le grand argentier de l'usine, je vais vous la cracher en pleine face, cette vérité insupportable. Je sais pas. Je sais pas, j'en sais rien, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas, j'en sais rien, pantoute, j'en sais absolument rien. Je me fouille, me tâte, m'inspecte, m'analyse et c'est le vide absolu. Toute la connaissance du monde entier réunie dans mon cerveau ne pourrait pas m'aider, ne pourrait pas m'empêcher de vous dire que j'en sais rien. Je sais pas, j'en sais rien, JSR.
JSR, voilà, JSR, j'en sais rien, je sais pas, Parfois, je me mets à croire que si j'ai choisi ce métier, c'était que pour ça. Identifier Murdoch le jour où on allait le repêcher au fond de l'eau. Maintenant que c'est fait, je vois plus la raison de continuer. Mais il me restait encore à comprendre deux choses. Pourquoi Murdoch était mort et pourquoi il n'arrivait pas, ce jour-là, à se taire. Pourquoi? Cela dit, de manière professionnelle, si j'avais réussi à identifier le corps du garçon, je n'arrivais à rien avec celui qu'on a retrouvé enlacé à Murdoch. Dans les documents que la police m'a remis lorsqu'on a identifié le corps, il y avait les témoignages de tous les gens qui l'ont croisé cette journée-là. Personne ne parle d'une fille dont il aurait été amoureux. Le travail d'anthropologie ne m'a mené à rien. J'ai relu attentivement tout le dossier et je suis tombé sur le témoignage de mon frère. J'en suis encore bouleversé. Je l'ai ici. J'avais été chercher Murdoch dans le bureau du directeur. Le directeur était content, il ne savait plus quoi faire avec. Murdoch chialait sans arrêt. J'ai voulu le ramener chez lui, mais il voulait voir l'exercice sur la beauté qu'il avait fallu faire sous forme théâtrale. À chaque exercice, il riait et se moquait, et criait que c'est beau, la beauté. Puis il y a eu mon exercice. En fait, moi, c'était mon frère Boone qui avait fait le mien. Anyway, c'était super poche, tout le monde riait et se moquait de moi. Mais Murdoch, lui, tout à coup, en voyant le devoir de mon frère, il s'est tu. Quand la fille s'est planté le couteau dans le ventre pour en sortir l'affaire, tout le monde a hurlé, mais lui, il n'a plus dit un mot. Quand ça a été fini, il s'est levé, il a hurlé que lui, il comprenait. Une affaire du genre. Il a hurlé « Norvège, je t'emporterai avec moi jusqu'au bout de mes jours ». Il a hurlé ça comme si c'était arrivé pour de vrai, comme s'il s'adressait au personnage, et il est parti à la course. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Relisant ce témoignage, j'ai ressorti ce fameux exercice que j'avais écrit. Cette métaphore de la beauté chez les gens du quartier et des conséquences lorsque cette beauté était délaissée. Tout m'est revenu en une fraction de seconde. J'ai retrouvé Norvège, mon personnage. J'ai tout relu attentivement pour essayer de comprendre ce qui avait pu à ce point toucher Murdoch. Exercice sur la beauté numéro 12. Écrit par l'élève Jean-René Beauregard Nouveau. Le texte a pour titre « Vivre sans beauté, enlaidit la beauté ». Norvège. Je... Catastrophe. Catastrophe. Je ne sais pas d'où c'est venu.
Je me suis endormie un soir et au matin, c'était là. Catastrophe. Catastrophe. Un monstre. Il y a un monstre. Un monstre. Je ne l'ai pas vu tout de suite. C'est plus tard, en sortant de mon lit, en me regardant dans le miroir. Au début, c'était presque étrange, comme une pâleur. Et puis tout à coup, je l'ai vu. Je l'ai vu. Un monstre dans mon ventre. Il a rendu ma peau transparente. Ma peau comme une fine couche transparente. Me regardant, j'ai vu l'intérieur de moi avec mes organes et mon sang. Tout cela qui bougeait, circulait, battait, existait. Cette machine qui est moi. Et au milieu de tout cela, je l'ai vu, blotti comme un fœtus entre mes organes. Une pieuvre effroyable. Je n'ai plus de voix pour hurler, pour crier, pour rien de rien. Catastrophe, catastrophe. Nichée horriblement au fond de mon ventre, proche de mon sexe. Je l'ai vu, une pieuvre, ouvrir un œil et me regarder. Comme dans un rêve, j'ai voulu hurler « Maman !» J'ai voulu crier. Mais c'est comme si je n'avais plus de mère, plus de père, plus rien. Comme si tout à coup, je comprenais combien j'étais seule à exister avec ma vie. J'ai cru rêver. J'ai caché mon ventre. Je me suis assise par terre plusieurs minutes et puis j'ai attendu. Je me disais, c'est pas possible, ça ne peut pas exister. On ne peut pas avoir le ventre transparent. On ne peut pas avoir une pieuvre dans le ventre. Et puis d'abord, d'où elle serait venue cette pieuvre? J'ai jamais fait l'amour encore, donc je peux pas être enceinte ni rien. Alors c'est pas possible. Une pieuvre dans un ventre transparent, ça ne peut être qu'un rêve. Ou alors c'est qu'on va mourir. Ou qu'on est déjà mort. Je me disais que c'était rien, que j'avais juste rêvé. Je me suis répété ça à toute vitesse. Les genoux repliés contre moi et mes bras accrochés à mes genoux. Tout ça pour protéger mon ventre. Je me disais que rien de tout ça ne pouvait exister, que j'allais me relever, que tout sera normal et que d'ailleurs je devais me dépêcher car l'horloge de ma chambre indiquait que j'allais être en retard. Et j'entendais ma mère m'appeler « Norvège! Norvège !» Mais je n'ai pas répondu. Impossible pour moi de sortir un son. D'abord, il fallait se lever. Puis, je me suis relevée et lentement, j'ai fermé les yeux en tremblant. J'ai laissé aller mes bras pour dévoiler encore une fois mon ventre. Et lentement, comme si la lenteur allait effacer l'horreur, j'ai ouvert les yeux et je me suis re-regardée dans le miroir. Elle était encore là. Catastrophe, catastrophe, j'ai pensé, et je n'ai pas pu laisser échapper un cri. Et j'ai éclaté en sanglots, comme si ma vie était terminée. Et j'ai pris conscience de ma jeunesse. Et j'ai ressenti, je crois, ce que doit ressentir un soldat de 20 ans à l'instant où l'obus éclate à ses côtés et qu'il comprend qu'il va mourir alors qu'il avait encore tant de temps devant lui. Le gâchis. Je l'ai senti. J'ai ouvert les yeux et elle était encore là. Je l'ai vue, la pieuvre, avec ses tentacules tournés en moi. J'ai senti dans mon ventre ses mouvements et j'ai encore vu son œil s'ouvrir et se fermer. Alors j'ai eu si peur que je me suis évanouie et j'ai cru mourir. Pendant 4 jours, je suis restée enfermée parce que je ne trouvais plus aucune raison de sortir ni de vivre. Mes parents ont essayé de casser la porte, mais à chaque fois, un cri de mort sortait de moi pour les arrêter. Et j'ai réfléchi alors. Et je me suis dit que c'était au fond une chose tout à fait normale. Que c'était la laideur nichée au fond de moi. Tout le monde, un jour ou l'autre, se réveillera avec la laideur nichée au fond de soi. La laideur sous une forme différente, hein, une pieuvre ou un rat ou un serpent dans son ventre transparent. Et puis, on s'y habitue. Et on se met à vivre avec cette monstruosité en nous. Je me disais que tous les adultes que j'avais croisés avaient probablement cette horreur au creux de leur transparence et qu'ils faisaient avec. Et quand je suis devenue certaine de cette idée, j'ai pu me calmer et décider pour moi. Je ne veux pas. Je ne peux pas. Je ne vivrai pas avec cette monstruosité en moi toute ma vie.
Je n'accepterai pas, je ne me résoudrai pas. C'est l'enfant en moi qui a eu peur et qui a failli s'évanouir. C'est normal. L'enfance a peur du noir depuis la nuit des temps. Mais justement, je ne suis plus une enfant et je peux choisir pour moi. Et pour moi, je ne veux pas vivre avec la laideur. C'est pourquoi, une fois ma décision prise, je me suis sentie en mesure de sortir. Beaucoup de gens acceptent de vivre avec la laideur. Certains refusent. Moi aussi, je refuse. Quand l'enfance touche à la nuit des temps, elle se retrouve pour toujours dans le noir. Et moi, je veux de la beauté. Longtemps. 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 J'étais assis dans mon laboratoire au fond de la morgue, avec le corps de Murdoch et de l'inconnu qu'on a retrouvé enlacé dans ses bras. Qui pouvait-elle bien être? Une idée insensée m'a traversé l'esprit. Ému, j'ai fait une légère incision au niveau de l'abdomen et j'ai vu... Son ventre avait été perforé à l'aide d'un couteau et quelque chose en avait été retiré. C'était invraisemblable et pourtant c'était là. C'était aussi bouleversant qu'impossible. Norvège. Norvège. Murdoch tenait entre ses bras le personnage fictif que j'avais inventé. Il se tenait accroché à elle comme on s'accroche au rêve qui nous sauve la vie. Et pourquoi es-tu mort alors? Pourquoi es-tu mort? Catastrophe. Catastrophe, j'ai pensé. Et cette pensée a fait bouger la main de Norvège, elle a ouvert les yeux. Et en un seul instant, j'ai retrouvé sa forme d'autrefois. Comme en ce jour lumineux où elle était venue s'asseoir à mes côtés près des casiers de l'école. Je ne pensais pas que tu te souviendrais de moi. J'ai tout fait pour t'oublier. Il m'a tenu tout contre lui jusqu'au fleuve. Il était assoiffé. Il me parlait sans cesse. Il disait « Norvège, toi et moi, nous sommes des assoiffés. Viens, on va voir le grand large. » Et puis il a mis ses patins et il s'est mis à patiner, répétant toujours « Respire, respire, Norvège. » Et la glace s'est fendue, déchirant du même coup la trame de sa vie. On s'est agrippés l'un à l'autre, à jamais le cœur de l'un dans le cœur de l'autre. Personnage réel, personnage fictif. Murdoch est mort. Murdoch est mort parce qu'il n'y avait rien en quoi il arrivait à croire. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Tu peux tout faire. Raconte. Raconte la soif de Murdoch. Raconte la soif de Norvège. Raconte la soif de Boone. Norvège. Elle est partie. Je suis resté longtemps silencieux. Je savais ce qu'il me restait à faire. Tout, encore une fois, était redevenu clair. Le soleil a fini par se lever. J'ai repris le dossier de Murdoch. J'ai arrangé son corps comme il faut. Et j'ai rangé le laboratoire. Murdoch a été enterré simplement dans un cimetière pas loin du boulevard métropolitain. Norvège et moi, souvent, on s'y retrouve et je lui parle des textes que j'ai envie d'écrire. J'ai fait planter un arbre sur la tombe de Murdoch. Un chêne de 17 ans. Au printemps dernier, il y avait tellement de feuilles sur ces branches qui ont poussé qu'on aurait dit des milliers et des milliers de mots attendant l'automne pour nous tomber dessus.